Je vous propose de démarrer avec la première conférence, celle du docteur Pascal Gilles du GTV Auvergne-Rhône-Alpes, les médicaments vétérinaires, bien les connaître pour bien les choisir et bien les utiliser. Donc, bonjour à tous. Donc oui, je suis Pascal Gilles, je suis vétérinaire et je parle ici pour le GTV Aura, qui est donc le groupement technique vétérinaire de la région. Alors, nous avions à cœur de parler du médicament vétérinaire sur plusieurs constats. Un premier, c'est que souvent, de nombreux médicaments ne sont pas connus des apiculteurs, parce que malgré tout, il y en a quelques-uns. Et aussi, beaucoup d'apiculteurs sont désemparés quand ils ont fait souvent leur suivi de traitement en suivant les PSE et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont quand même beaucoup de varroa et ils ne savent pas quoi faire d'autre. Et beaucoup de questions nous sont posées pour savoir comment intervenir autrement. Alors, ici, il y a beaucoup à dire sur les médicaments, ça va être dense. Je me suis à peu près contenté de reprendre toutes les RCP, donc les résumés des caractéristiques des produits, et pour en faire une synthèse. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un médicament? Alors cette première diapositive, c'est pas pour reprendre toute la législation, c'est juste pour montrer que qu'un médicament, c'est pas quelque chose qui se commercialise très facilement. Il y a une réglementation qui est très contraignante. Le circuit de fabrication et la distribution sont très encadrés. N'importe qui ne peut pas le faire. Alors, la définition du médicament, elle se retrouve dans le Code de la santé publique. Donc, ça regroupe tous les médicaments, y compris les médicaments humains. Une série d'articles concerne les médicaments vétérinaires. Donc, vous voyez, il y en a quelques-uns. Donc, L5141 ou L5146. Donc, pareil, ça, c'est dans le Code de la santé publique. Il y a aussi une législation sur les substances vénéneuses. Certains des médicaments vétérinaires utilisés en apiculture contiennent des substances vénéneuses. Donc, on en reparlera au sujet de l'exonération. Il y a une réglementation sur les résidus de médicaments et de substances chimiques dans les aliments issus de l'élevage. Donc, ça, c'est un règlement européen, euh, etc. Donc, tout ça pour montrer que ce n'est pas un produit banal. Alors, qu'est-ce qu'un médicament réellement? Donc, c'est une composition de substances, donc un principe actif qui est censé agir, en fait, qui est l'acteur de l'action pharmaceutique, plus un excipient. Alors, j'ai mis excipient en gras parce qu'on oublie souvent qu'il a une part très importante dans l'action du médicament. C'est souvent là-dessus que les laboratoires développent des brevets. C'est en fait le véhicule du principe actif au sein, donc pour un médicament appliqué à un mammifère, c'est lui qui va distribuer le médicament. Pour l'abeille, c'est pareil, c'est lui, par exemple, pour les lanières, il y a des brevets qui sont déposés sur les lanières qui permettent une libération du principe actif qui soit conforme, qui soit pas complète, qui soit maîtrisé. Donc, cette composition de substances, c'est pour lutter contre une maladie donc, des abeilles. Donc, il faut qu'il y ait au moins une qualité, c'est qu'ils soient efficaces dans cette lutte contre cette maladie. Mais il ne faut pas que l'animal en devienne malade pour autant, parce que la substance est toxique. Il ne faut pas que l'utilisateur soit blessé ou malade. J'ai mis entre parenthèses aussi que le matériel ne soit pas abîmé. C'est parce qu'en apiculture, il y a mais on utilise des substances qui sont quand même particulièrement acides et corrosives. Il ne faut pas que le médicament nuise au consommateur qui va consommer ces produits, donc le miel, le pollen, la propolis, etc. Il ne faut pas qu'il nuise à l'environnement. Donc, en particulier, enfin, par exemple, un médicament qui est avalé par un chien ou une vache, il ne faut pas que dans les déchets, dans les urines ou dans les bouses, il y ait des produits qui soient toxiques pour l'environnement. Donc, il y a cette notion de bénéfice-risque. Aucun médicament n'est anodin. Il faut qu'il apporte plus que qu'il soit nuisible. Et enfin, réglementairement, un médicament doit bénéficier d'une AMM pour être commercialisé et utilisé. Ça veut dire que
le fabricant de médicaments établit un dossier d'AMM, donc d'autorisation de mise sur le marché, qui est assez onéreux, sans lequel son produit ne pourrait pas être commercialisé et sans lequel l'éleveur ou l'apiculteur ne pourrait pas l'utiliser. Alors, pourquoi on utilise des médicaments en apiculture? Alors, tout d'abord, en apiculture, on utilise des médicaments uniquement contre la varose. Pour les autres maladies, en fait, on n'a pas besoin de médicaments parce qu'on a trouvé des moyens de lutte efficaces autres, sans avoir recours à la chimie. Alors, la varose, pourquoi il faut lutter contre? Parce que c'est une maladie grave qui est contagieuse, donc causée par Varroa destructor, et les virus qu'elle transmet. Donc, la varose, c'est Varroa plus les virus. Et c'est la principale cause de perte de colonies en France. Alors, la lutte contre la varose, elle est indispensable pour des raisons économiques, parce que si on ne luttait pas contre la varose, la filière apicole n'existerait plus. Enfin, il y aurait trop de pertes pour qu'elle existe. Et pour des raisons éthiques aussi, tout simplement, enfin, nous, en tant que vétérinaires, on est beaucoup impliqués à présent dans le bien-être animal. De toute façon, c'est un délit de laisser des animaux mourir de maladies sans intervenir. Enfin, j'ai dit que dans les autres maladies, on pouvait se débrouiller autrement pour lutter contre, ou alors, s'il y a certaines maladies comme toutes les viroses, de toute façon, on n'a aucun médicament qui existe pour lutter contre les virus. Contre la varose, les pratiques apicoles, la sélection ou autres mesures zootechniques permettraient de lutter contre la varose, mais ce n'est pas suffisant à l'échelle d'une région, d'un département et encore moins national. Par contre, je reconnais qu'au niveau d'un rucher, à de rares exceptions, enfin très rarement, des gens pourraient se passer de chimie pour contrôler la varose. Enfin, les médicaments apicoles ont des propriétés acaricides, hein. Donc, ils luttent uniquement contre le varroa, pas contre les virus. Ils ne luttent pas contre les virus et ils n'ont pas d'action non plus sur l'abeille dans le sens d'améliorer sa santé. Enfin, je pense pour améliorer son immunité ou son comportement contre le varroa. Il n'y a pas de vaccin contre le varroa. Alors, quels sont les médicaments utilisables en apiculture? Alors, si vous voulez avoir des informations sur un médicament, c'est simple, vous allez sur Internet, sur le moteur de recherche, vous tapez le nom du médicament plus RCP. Et donc, le RCP, c'est le résumé des caractéristiques des produits, c'est en fait la notice de médicament, et vous avez toutes les informations officielles suffisantes. Pour avoir la liste des médicaments qui existent en France, vous pouvez aller sur le site IRCP de l'ENMV, donc vous tapez IRCP sur un moteur de recherche, et vous avez ce que j'ai à l'écran. Vous tombez sur ce premier écran, vous faites recherche. Au niveau de la recherche, en bas, là, ce que j'ai entouré en rouge, il y a un menu déroulant, vous cliquez sur abeille et vous tombez sur la liste de tous les médicaments qui ont une AMM en France. Donc, ça veut dire que si vous voulez utiliser un médicament, vous n'avez pas le choix, ce sera forcément un de ceux-là. Alors, il y a 14 lignes. Mais curieusement, il y a 12 médicaments qui sont commercialisés en France. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a une AMM en France que le médicament a une AMM en France qu'il est forcément commercialisé. Après, c'est des stratégies commerciales, hein. Première colonne, si vous cliquez là, vous avez le RCP, donc la notice. Le RPE, c'est le rapport public d'évaluation. Or, c'est un document, vous voyez, il n'y en a que 3 qui sont publiés, qui n'est pas très intéressant. En plus de ça, là, sur les 3, là, il y en a un en anglais, un en allemand, un en français. Il n'apporte pas grand-chose. Vous avez les noms de tous les médicaments. Donc, en fait, vous verrez qu'il y en a, en fait, il y en a 12, mais 14 spécialités. Les titulaires de l'AMM. Alors, une remarque à ce sujet, c'est que les titulaires de l'AMM ne sont pas forcément ceux qui commercialisent le médicament en France. Même la plupart ne le commercialisent pas. Par exemple, Chemical Life, eh ben, c'est Destin qui commercialise en France. Vitabis, c'est UV Pharma. Calier, c'est Central Pharma Logistique. Veto Pharma, par contre, fabrique et commercialise lui-même ses médicaments, mais il commercialise d'autres médicaments aussi qui ont une AMM ailleurs, comme l'Oxybic, qui est fabriqué et dont l'AMM est détenu par Danny Bidenvol, etc.
Ce sont tous des petits laboratoires, la plupart européens, c'est une remarque. Il n'y a que Node qui est canadien et Elanco, en fait. Et ce sont tous des petits laboratoires, sauf Elanco, donc qui a une grosse structure, un gros laboratoire américain qui vient de racheter la section Bayer en santé animale. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est un petit marché de niche qui est partagé par des laboratoires qui se dédient à l'apiculture. Ensuite, vous avez les numéros d'AMM sans intérêt, les dates d'AMM, tout ça pour noter que le plus ancien date de 89, donc c'était l'apistan. Il y en a eu d'autres avant, hein. Il y en a eu d'autres des médicaments, mais qui depuis ont soit été abandonnés ou interdits. Vous remarquerez que quand même, il y en a bien plus de la moitié qui ont été, dont les AMM ont été déposés dans la dernière décennie, hein. Beaucoup 2017, 2018, 2000. Vous voyez ça. Type de procédure, ça c'est la procédure AMM. Donc c'est juste pour montrer la complexité d'un dépôt d'AMM et en fait vu que ça coûte très cher, les laboratoires ont différentes stratégies. Donc, les derniers ont fait des procédures centralisées, ça veut dire qu'ils ont tout simplement fait une procédure européenne. Donc, ils ont déposé un dossier européen et le médicament est une AMM dans tous les pays d'Europe. Il y en a d'autres, Bayvarol, par exemple, c'était national. Et ça, c'est reconnaissance mutuelle. Ça veut dire qu'un pays, RM, ça veut dire qu'un pays a développé l'AMM et l'AMM est reconnue dans d'autres pays. Procédure décentralisée, c'est le même principe, sauf que c'est reconnu dans un autre groupe de pays. Vous avez différentes formes pharmaceutiques, des poudres, des gels, des plaquettes, des lanières, des poudres, des solutions, des bandes, etc. Il y a une dispersion pour ruche à mettre directement. Des substances actives, donc vous en avez aussi. Il faut juste remarquer qu'il y a moitié moins de substances actives que de spécialités pharmaceutiques, hein. Espèce cible, bon, ben, c'est l'abeille, ça tombe bien, c'est ce qu'on recherchait. Donc ça veut dire que c'est abeille, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser des bandes d'apistan pour mettre sur votre chien en collier pour traiter vos puces, hein. Et idem, hein, si vous amusez à chercher d'autres médicaments vétérinaires et que vous voyez que c'est écrit bovin ovin, ça veut dire qu'il ne faut pas le mettre dans les abeilles. Et enfin, dernière colonne, donc ça c'est je vais le venir par la suite. Donc c'est juste pour noter que les médicaments vétérinaires sont exonérés d'ordonnance. Soit ne font pas l'objet d'ordonnance, soit sont exonérés. La conséquence est la même, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'ordonnance pour délivrer un médicament vétérinaire en apiculture, donc pour lutter contre varroa. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dérogataires à la réglementation sur le médicament. Ce sont quand même des médicaments. Ça veut dire qu'ils peuvent être délivrés uniquement par des ayants droit. Alors, les ayants droit, c'est avant tout les pharmaciens, les vétérinaires praticiens, enfin les vétérinaires qui sont inscrits à l'ordre, c'est-à-dire ceux qui travaillent en laboratoire pharmaceutique ou pour l'État, ou les groupements d'apiculteurs agréés. Alors, les pharmaciens, ils peuvent délivrer des médicaments à tout détenteur d'abeilles et pour ces abeilles. Donc, ça veut dire que normalement, il faut prouver que vous avez des abeilles, mais surtout, vous ne pouvez pas acheter des médicaments pour le voisin ou même pour un groupe d'amis. Le vétérinaire peut délivrer des médicaments à ses clients, en fait, aux animaux qu'il a examinés, et le groupement d'apiculteurs agréés, donc, il peut délivrer des médicaments dans le respect d'un PSE. Donc, ça veut dire un programme sanitaire d'élevage. Donc, il y a tout un dossier à remplir, à la tête duquel enfin, un vétérinaire contrôle le tout. Et il y a une nécessité de traçabilité. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un registre où chaque médicament acheté, il faut savoir où est-ce qu'il a été. Donc, en fait, en pratique, le plus simple, c'est quand même de rédiger des ordonnances. Comme ça, on sait où vont les médicaments. Et évidemment, c'est que pour les adhérents du PSE, hein. Alors, je vais faire juste une diapositive sur l'ordonnance vétérinaire, parce que c'est pour savoir à quoi elle sert. Donc, c'est un document contractuel qui permet enfin, de libérer à celui qui utilise le médicament de sa responsabilité. Sans ordonnance, l'apiculteur qui utilise le médicament est responsable de toutes les conséquences de l'utilisation du médicament.
avec une ordonnance qui respecte le RCP. Ça veut dire que si le vétérinaire met scrupuleusement ce qui est écrit sur le RCP, la responsabilité incombe directement au laboratoire qui détient l'AMM, vu que le vétérinaire a respecté l'AMM. Par contre, le vétérinaire a la possibilité, s'il veut, de ne pas suivre précisément l'AMM. Et dans ce cas-là, c'est lui qui endosse la responsabilité des conséquences de sa prescription. Ça veut dire que, par exemple, si vous voulez faire 2 applications d'apibioxal à 6 jours d'intervalle, c'est possible si votre vétérinaire vous fait une ordonnance. Alors, les modes d'action des médicaments varicides. Alors, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que le plus souvent, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment ça agit sur le varroa. Sauf pour les amitrases et l'amitrase et puis les péritréoïnoïdes, qui sont des neurotoxiques, on sait très bien comment ça agit. Par contre, pour les autres, par exemple, le max, donc, qui contient l'acide formique, est-ce que c'est action corrosive, l'acidose, un neuroexcitateur, on ne sait pas encore, c'est pas encore élucidé. Pareil pour l'acide oxalique contenu dans l'apibioxal d'oxybylvaromède. Est-ce que c'est l'acidification de l'exosquelette, des pattes? Idem pour le thymol, on ne sait pas bien comment ça fonctionne. Toujours est-il qu'on tous ont des effets mortels sur les varroas adultes. Ils n'ont pas d'effet sur les immatures ou la reproduction. Enfin, du moins, ça n'a pas été prouvé, sauf pour le max et son acide formique. Et ils ont une action uniquement sur les varroas ferritiques, donc toujours, sauf sur le max et son acide formique. La première conclusion, c'est que du coup, vu qu'on a agi quasiment que sur les varroas phorétiques, il n'est pas possible d'éradiquer la population de varroa uniquement avec des méthodes chimiques et médicamenteuses. Alors après, d'un point de vue macro, l'action des médicaments sur les varroas, donc, enfin, comment ils agissent au sein de la colonie. Donc, il y a une action par contact, donc par bande imprégnée de produits. Donc, c'est le cas des bandes qu'on met dans les ruches, comme Apivar, Apitraz, Apistan, Bivarol ou Polyvariello, lui qui se met à l'extérieur de la ruche. Par contact avec des solutions sucrées, c'est tout ce qui est médicaments en base d'acide oxalique ou avec des cristaux qu'on envoie par sublimation. Donc, c'est le cas de l'apibioxal et de son acide oxalique. Il y en a qui agissent uniquement par évaporation, c'est le max et l'acide formique, et par évaporation et par contact, donc c'est tout ce qui contient du thymol. Alors, par évaporation et par contact, mais en fait, en fonction de la température, l'évaporation ou le contact ont une proportion différente. Donc là, j'ai repris ça schématiquement. Donc, on voit que sur ce schéma donc, que j'ai repris au laboratoire d'Estaing, si on voit le cycle de varroa et le cycle de l'abeille, que les médicaments, donc à droite, n'agissent que sur l'abeille, que sur les varroas qui sont sur l'abeille ou éventuellement qui courent sur les cannes. Sauf le max qui agit donc sur les nymphes et les larves. Donc, vous voyez la limite que ça a pour la lutte contre varroa. De même, donc là, je vais insister aussi. Voici un schéma qui représente, donc que j'ai modélisé sur une de mes colonies, les populations de varroa. En différenciant, donc en bleu, vous avez les varroas phorétiques, en rouge, les varroas qui sont dans le couvain d'ouvrière, et en vert, ceux qui sont dans le couvain mâle. Donc, fin juillet jusqu'à, là, je mets une lanière d'un médicament varrocide, là, pendant 8-10 semaines. La population de varroa diminue, mais vous voyez que le médicament n'agit que sur les varroas qui sont en bleu, ici, pas sur ceux qui sont en rouge. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est l'intérêt des médicaments à libération lente, c'est que ça permet donc de lutter, une fois que ces varrois qui sont rouges dans le couvain meurent, on a l'espoir de pouvoir les atteindre avec le produit varrocide. Là, c'est un schéma qui montre le nombre de jours de phorésie. Donc, c'est pareil. En fait, les varrois à cette époque de l'année, par exemple, je reviens donc par contre en décembre, là, il n'y a plus que des varrois bleus, donc que des phorétiques. Donc, une action flash suffit à faire drastiquement baisser la population de varrois. Nombre de jours de phorésie, c'est pareil. Au moment où on agit donc en été,
En moyenne, les varrois sont 10 jours sur le dos des abeilles dans la ruche. Donc, en fait, ils ont 10 jours pour rencontrer le principe actif. Et on a dit pour éventuellement être en contact et en mourir. Donc, il faut imaginer que ceux qui y restent qu'un jour peuvent y échapper très facilement. Alors, quels médicaments utiliser? Donc là, j'ai fait une photo de famille de tous les médicaments qui sont commercialisés en France. Donc, vous voyez que donc, il y en a pas mal, ils sont très jolis. On voit que les premiers, la pistan, ils ont encore un emballage assez vieillot. Alors, premier critère, c'est savoir si vous êtes en label ou en mention de type agriculture biologique, apiculture responsable, nature et progrès, etc. Donc ça, les molécules de synthèse ne sont pas éligibles. Donc, il reste en fait les médicaments contenant du thymol, de l'acide formique et de l'acide oxalique. Avec, enfin, l'apilivar contient aussi, en plus du thymol, d'autres du menthol, enfin d'autres huiles essentielles. Alors, période de l'année, ben, toute l'année, on peut utiliser en fait tous les médicaments à base d'acide oxalique, alors soit seul, soit avec des moyens biotechniques. Pendant la période d'activité des abeilles, donc c'est-à-dire printemps, été, automne, donc en fonction, même partout en France, hein. Donc là, c'est tous les médicaments sous forme de lanière, donc à base de flumètrine et d'amitrase. Ensuite, il y en a qui sont un peu plus délicats à manipuler parce qu'il faut qu'ils fassent ni trop chaud ni trop froid. Donc c'est printemps-été et éventuellement l'automne. Donc là, c'est en fonction du climat local. Il y en a, s'il fait trop chaud l'été en pleine, ben, ce ne sera pas possible d'utiliser. Et puis, par exemple, en montagne, eh ben, il fera trop froid, donc ce sera compliqué de les utiliser. Donc, enfin, grosso modo, c'est sur la base de thymol et d'acide formique. Donc, le max, Apilivar, Timovar et Apigard. Donc, l'utilisation optimale pour cet ensemble-là, c'est entre 20 et 25 degrés. Il faut toujours donc, il faut bien veiller à ça, notamment être au-dessus de 15 degrés, parce que c'est un peu pour ça que les médicaments à base de thymol, en fait, ont un effet pas toujours satisfaisant. Et au-delà, par contre, ça secoue vraiment les abeilles, hein. Du max à plus de 30 degrés, enfin, il y a quand même de la mortalité d'abeilles assez conséquente. Ensuite, en fonction de l'état des colonies, on peut choisir une colonie sans couvain. On peut utiliser tous les médicaments, mais c'est pas mal d'utiliser des médicaments dits plutôt flash, donc ceux à base d'acide oxalique ou éventuellement le max. Les colonies faibles, eh ben, il faut éviter les médicaments qui secouent un peu les abeilles, donc tout ce qui est à base de thymol et d'acide formique, donc Max Apigard, Apilivar, Atimovar. Si les taux d'infestation sont élevés et s'il y a des signes de varose, alors là, le max est indiqué parce que, comme on l'a vu précédemment, en fait, il agit sur les varrois qui sont dans le couvain. Donc, pourquoi pas l'utiliser. Mais bon, si le taux d'infestation est élevé, qu'il y a une varroise, on peut rentrer dans la catégorie colonie faible. Donc là, il faut choisir, et ben, on peut se dire, ben, tiens, ben, je vais quand même faire un max, même si je risque de perdre deux colonies. Et enfin, un taux d'infestation élevé, signe de varose. Après, il y a les médicaments à base d'acide oxalique, mais avec une méthode populationnelle en plus, hein. Ensuite, en fonction du parcours technique et des mesures biotechniques, ben, pendant une mielée, on peut utiliser le max. C'est le seul médicament qu'on peut utiliser pendant une mielée. Donc, son RCP est prévu pour ça. Tous les autres médicaments, hein, quand il y a des hausses, on ne peut pas les utiliser. Sur les essais artificiels et sur toutes les colonies sans couvain, alors là, il faut en profiter. On peut utiliser tous les médicaments à base d'acide oxalique. Et en fait, là, j'aurais dû pu le mettre en parenthèse, mais le RCP du Bayvarol précise que il peut être utilisé pour le diagnostic, en fait, comme épreuve chimique. Alors maintenant, le Bayvarol, c'est déjà un médicament qui est un peu ancien, hein. Maintenant, c'est un peu désuet. Alors d'abord parce que c'est le diagnostic
en faisant par épreuve chimique, on reconnaît maintenant que c'est plus la meilleure façon de se rendre compte s'il y a des varroa dans une colonie. Depuis l'apparition des EasyCheck compagnie, c'est quand même plus facile. Et puis, tout médicament un peu flash peut servir au diagnostic, donc tout ce qui est à base d'acide oxalique notamment. Les durées d'action, en fait, il y en a trois types, hein. Alors, le polyvariello, il agit 2 à 4 mois. Donc, ça peut être intéressant éventuellement au printemps. On y reviendra. La plupart agissent entre 1 à 2 mois. Donc, que ce soit ceux à base de thymol ou les lanières à mettre dans les ruches. Sauf que certains nécessitent plusieurs applications. Une semaine, c'est le max, et ponctuel. Alors pour moi, une semaine, c'est ponctuel, hein. Et puis ponctuel, c'est ceux à base d'acide oxalique. Donc ça, c'est pour une action flash. Alors, on peut choisir aussi en fonction de l'efficacité. Le souci, c'est que l'efficacité est difficile à évaluer. Elle est dépendante de beaucoup de choses. Elle est dépendante des conditions de conservation et d'utilisation. Alors évidemment, si vous avez des médicaments puis que vous les avez, ils sont restés 2 jours devant le pare-brise, on peut se douter encore de leur efficacité. Et puis surtout, il faut respecter le mode d'utilisation, hein, scrupuleusement. Les lanières, enfin, on voit bien en visitant des ruchers, les lanières qui sont sur les planchers des ruches, les lanières qui sont aux extrémités, qui ne sont pas dans le nid à couvain. Mais là, enfin, là où il y a le plus de risque d'échec, c'est surtout avec l'utilisation des médicaments à base d'acide oxalique, que ce soit par sublimation ou par dégouttement, parce que les conditions météo comptent beaucoup. Si la grappe est plus ou moins serrée ou pas. Avec la sublimation, on a un souci. En fait, on n'a aucun recul et on n'a aucune connaissance de l'efficacité des appareils à sublimation, ce qui fait qu'en fait, effectivement, il sort de la fumée, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Enfin, bref, ça compte beaucoup. Ensuite, l'état de santé des colonies et le taux d'infestation. C'est surtout le taux. Alors, tous les médicaments, quand ils sont étudiés donc par les laboratoires, ils sont essayés sur des colonies en bonne santé et avec une infestation moyenne. C'est sûr qu'une colonie en mauvaise santé qui bouge pas beaucoup, dans laquelle on met une lanière qui agit par contact, si les abeilles vont pas se frotter dessus, elles sont pas suffisamment dynamiques pour se frotter dessus, ça va moins bien fonctionner. Et enfin, le taux d'infestation, ça j'ai mis un gras, c'est très important, c'est qu'en fait, si vous avez beaucoup trop de varroa dans vos colonies, de toute façon, tous les médicaments, enfin, aucun ne sera suffisamment efficace. Dynamique de population et d'abeilles et de couvains, ça c'est pour effectivement si au printemps où il y a beaucoup de couvains en croissance, la plupart des varrois sont dans le couvain, jusqu'à 80% des varrois sont dans le couvain. Vous avez vu que les médicaments n'agissant pas sur les varrois du couvain, et ben, à cette époque de l'année, il sera compliqué d'être efficace avec une méthode chimique. La densité de colonies au sein du rucher dans le voisinage. Alors ça, c'est une autre cause d'échec, les réinfestations. Si vous avez beaucoup de ruchers autour du vôtre qui ne sont pas bien traités, et ben, de toute façon, les varrois naviguent très bien d'une colonie à une autre et même d'un rucher à un autre. C'est une maladie contagieuse, hein, vraiment, hein, réellement. Eh bien, vous allez traiter comme il faut vos colonies, mais en quelques temps, elles vont à nouveau se réinfester. Enfin, il y a le manque de sensibilité de varroa. Alors, c'est l'histoire des résistances. Donc, effectivement, on a des résistances sont constatées en particulier pour les pyrétrinoïdes, pour la mitrase et aussi même pour le thymol. On en parle, alors c'est pas directement une résistance pour l'acide oxalique aussi, c'est pas directement une résistance en fait, c'est que des bactéries qui sont sur les varrois, enfin qui sont dans la colonie, métabolisent l'acide oxalique.
Enfin, je ne vais pas développer. Il y a une conférence de l'AFNOSAD sur le sujet qui était très bien faite par Marc-Édouard Collin. Mais c'est aussi, c'est quelque chose qui inquiète de plus en plus. Et c'est vrai qu'il faudrait, c'est quelque chose qui est à surveiller. Et enfin, en dernier lieu, il peut très bien y avoir un défaut du médicament, que ce soit un défaut de galénique, donc l'excipient, ou un défaut de dose dans la lanière ou dans la poudre. Alors, on peut le choisir en fonction de sa praticité. Alors, il y en a, le Polyvariello, il s'agit simplement de poser des lanières à l'entrée d'une ruche. Alors, ça paraît simple a priori. Ensuite, je vous ai montré le schéma. Donc, c'est le schéma de gauche, hein. Donc, il suffit de puniser des bandes trouées à travers lesquelles passent les abeilles et au contact, quand elles passent à travers, en fait, elles s'imprègnent de permétrine. Mais vous voyez qu'il faut des punaises, il faut punaiser. Si l'entrée est trop petite, il faut punaiser sur des petits cubes pour faire une espèce de petite boîte par laquelle elle rentre. Donc, ce n'est pas forcément si simple. Et en fait, moi, le plus gros défaut, c'est que du coup, ça freine beaucoup les entrées et sorties des abeilles. Pose de lanière dans les ruches, donc apistin, apitras, apivare, baïvarol. Donc, ça, c'est ce dont vous avez l'habitude. Donc, vous voyez bien, donc c'est le schéma en bas à droite. Donc, bien positionné au milieu du couvain, hein, pas sur les cadres de rive, hein. Donc, ça, c'est quand même assez simple à faire. Pose de plaquettes, barquettes et bandes sur les têtes de cadre. Ça aussi, il suffit de poser dessus. Par contre, il faut prévoir aussi ce qu'on appelle une chambre d'évaporation. Ça veut dire que le couvre-cadre ne doit pas coller complètement. Il faut un petit espace de 1 cm ou 2 au-dessus. Donc, il faut prévoir ça. Ça, c'est quand même pas compliqué non plus. Ce qui peut un peu compliquer, c'est que l'appli LiveVar, par exemple, il faut y aller 4 fois une semaine d'intervalle. Donc, si vous faites ça donc fin juillet, puis que vous avez prévu de partir en vacances un mois, eh ben, ce n'est pas possible. Voilà, Timovar, c'est que 2 fois. La Pigarre, c'est tous les 15 jours aussi. Ensuite, des méthodes un peu plus compliquées, enfin entre guillemets, donc le dégoûtement. Donc ça, c'est les médicaments basés oxalique. Alors, le plus simple, c'est le Varomède parce qu'il est prêt à l'emploi. Il est en bouteille, gradué en plus. Donc, il y a juste à faire votre dégoûtement. Donc, j'ai un schéma de dégoûtement. Donc, il s'agit juste de faire couler un liquide entre les cadres pour qu'il s'écoule sur les abeilles. Et ensuite, les abeilles se le répartissent entre elles en se frottant les unes sur les autres et en se léchant. Donc, le varomètre est en l'emploi, très bien, le plus pratique. L'oxybi, là, c'est qu'on met un sachet de poudre sucrée dans la solution d'acide oxalique. Hop, pardon, j'ai sauté. Voilà. Donc, donc, il y a ce mélange à faire. Et la pibioxal, alors là, il faut faire un sirop et puis mélanger le sachet contenant l'acide oxalique dans le sirop. Donc, il y a aussi la confection du sirop en plus. Et la confection du sirop, hein, il faut bien suivre ce qui est écrit, hein, c'est juste du sucre et de l'eau, hein. C'est pas, il ne faut pas rajouter du vinaigre ou de la soude ou je ne sais trop quoi, comme on peut le voir parfois, hein. Sinon, ça annihile l'effet de l'acide oxalique. Et enfin, ce qui nécessite le plus de matériel, donc la sublimation. Donc ça, c'est pour la pibioxal qui nécessite un sublimateur qui, en plus d'être, enfin, qui a un certain coût, hein, c'est plusieurs centaines d'euros. Ensuite, ce qui peut choisir, induire, qui qui peut influer sur le choix du médicament, c'est la durée de conservation. Alors, dans l'emballage d'origine, en fait, il y en a deux qui posent un peu problème, c'est la Pitras et le Max, parce qu'ils ne se conservent qu'un an. Donc, ça veut dire que quand vous les commandez, il faut pas l'année d'après, vous ne pourrez pas les utiliser. Sinon, tous les autres, 2 ans, enfin 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans, Bevarol, ça ne pose pas problème. Par contre, c'est la durée de conservation après ouverture qui pose problème. La plupart, il faut les utiliser immédiatement. Le souci, c'est que certains, tout ce qui est des lanières, sauf le Bevarol, c'est par 5. Donc, c'est vrai que ça peut poser problème pour ceux qui ont que 2 colonies. Du coup, ça fait du gaspillage ou une colonie. Le varomède après ouverture, c'est qu'un mois, donc vous avez qu'un mois pour l'utiliser. Donc c'est un minimum de 12 traitements. Et l'apibioxal, quand le sachet est ouvert, c'est 3 mois aussi.
Donc, vous pouvez aussi ça permet quand même de l'utiliser sur plusieurs ruchers, pas le même jour, hein. Là, c'est surtout, enfin, je parle surtout de la sublimation parce qu'en dégouttement, de toute façon, il faut reconstituer. Donc, je viens au thème suivant, reconstituer la solution et l'apibioxal en solution, il ne conserve que 24 heures, hein, selon le RCP. Par contre, l'avantage de l'Oxybi, c'est que quand la solution reconstituée se conservait 1 an au frigo. Et donc, avec un flacon d'Oxybi, vous pouvez faire 16 traitements l'équivalent de 16 traitements de ruche. Alors, là, les équivalences de traitement, hein, c'est pour une ruche d'Adam 10 cadres, enfin sur 10 cadres, hein, puisqu'effectivement, pour tout ce qui est à base d'acide oxalique, une ruche 5 cadres, vous utilisez la moitié moins de volume. Ensuite, les effets indésirables sur les colonies d'abeilles, j'en parle quand même, même si c'est pas forcément ce que. Si, remarque, ça peut jouer sur votre choix de médicaments. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, déconseillé par forte chaleur, donc tout ce qui est à base de thymol et d'acide formique. Le polyvariello aussi, parce que vous avez remarqué que ça bloquait les entrées des abeilles, donc la ventilation et puis la ventilation. Risque d'accumulation dans les cires, donc c'est thymol et puis tofluvalinate. C'est quand même un souci, hein, notamment le thymol, hein, avec des relargages de thymol au moment où il fait chaud et puis des restockages par les cires quand il fait meilleur. Mortalité d'abeilles, eh ben, c'est tout ce qui est à base de thymol et d'acide formique. Mortalité de couvain, c'est pareil, thymol, acide formique. Arrêt de pompe de reine, le max est réputé, hein, de toute façon, ça arrête bien la ponte. L'agitation, c'est tout ce qui est acide oxalique et thymol. Déplacement des réserves, oui, ça c'est noté. Diminution de la prise de nourriture, c'est Apilavar et Timovar. Les abeilles ne montent pas dans les nourrisseurs. Ça aussi, c'est pas sûr que ça influe sur votre choix de médicaments. Donc, les LMR, en fait, il n'y a pas de LMR requise pour la plupart des principes actifs de médicaments, sauf pour la Pivar et la Pitrase qui contiennent la mitrase, où il y a une LMR limitée à 200 microgrammes par kilo dans le miel. Mais en utilisant la Pivar et la Pitrase dans des bonnes conditions, on ne les dépasse jamais, hein. À noter que dans les autres produits de la ruche, la législation ne prévoit pas encore, n'est pas encore adaptée au LMR dans le pollen, la propolis, etc., hein. À noter que le risque d'altération du goût du miel pour les produits à base de thymol, ça peut être un peu gênant. Donc, en pratique, en fait, officiellement, si vous pouvez, il n'y a pas de délai d'attente pour le miel, pour tous les médicaments. Ça veut dire que vous pouvez très bien mettre un médicament, l'enlever et le lendemain, poser vos hausses. Moi, j'attendrai un peu quand même pour le thymol, hein. Alors, exception, le max, on peut en RCP prévu pour le traitement en mielé. Alors, danger pour l'utilisateur. Alors, ils sont toxiques, ils sont tous toxiques. Alors, il y en a qui sont particulièrement, parce que ils sont classés dans les substances vénéneuses. Donc, c'est tout ce qui est à base d'amitrase et d'acide oxalique. Ils sont tous toxiques par ingestion. Il y en a beaucoup qui sont irritants pour la peau, certains comme l'amitrase qui provoquent des allergies cutanées. La plupart sont irritants pour les muqueuses et beaucoup sont toxiques par inhalation. Donc, en pratique, quand on utilise des médicaments, on ne se met pas les mains à la bouche, on ne mange pas, on ne fume pas et on se lave les mains après. Pour les liquides et les poudres, donc c'est Apibioxal, Oxybi et Varomède, on porte des lunettes pour éviter d'avoir des projections dans les yeux et puis et dans la bouche. Contact cutané, donc on porte des gants pour la plupart. Alors il n'y a que les périthrinoïdes où ils ne prévoient pas, mais en fait porter des gants pour tous, hein. Port de vêtements, des protections pour les liquides. Alors ça, c'est tout ce qui est pour du dégoûtement, parce que c'est une solution acide, hein. Donc si ça va sur votre jean ou autre chose, ça fait des trous dedans. Et sous le trou du jean, il y a la peau. Et ça brûle. Par inhalation. Alors c'est tout ce qui est thymol, acide formique et amitrase.
Donc, il faut éviter les vapeurs. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre le nez dessus, c'est tout, hein. C'est pas besoin de mettre de masque. Ceci dit, le max, hein, je vous mets au défi de mettre le nez dessus pendant plus d'un quart de seconde, hein. Alors, pour certains, il faut mettre le port d'un masque FFP2. Donc, il s'agit de l'apibioxal, que ce soit quand on manipule la poudre pour faire la préparation ou pour la sublimation. Ceci dit, pour moi, FFP2, ce n'est pas suffisant. Il faut des masques à cartouche pour les acides organiques. Ensuite, pour les choix de traitement, vous pouvez aussi vous arranger avec vos voisins pour faire la même chose. Alors, en illustration, j'ai mis une carte qui date de l'an dernier sur un foyer de loc qu'on gérait des confrères. Donc, vous voyez l'échelle à 2 km. Donc là, sur l'herbe de bitinage, le nombre de ruchers qu'il y a. S'il y a au rucher 36, il est bourré de varroa qui traite un mois après vous ou 2 mois après vous, ça veut dire que vos abeilles vont se faire réinfester à la fin de votre traitement et donc ça n'aura pas été très utile. Des régions comme ça, donc là, il s'agit, c'est au sud de Clermont-Ferrand, des régions comme ça, il y en a beaucoup, hein, en France, hein, notamment en périphérie des villes. Risque d'environnement. Alors, ils sont tous toxiques, dangereux pour l'environnement. Alors sur les notices, c'est écrit que c'est dangereux pour les sols, mais pour le milieu aqueux, mais aussi pour les sols, hein. Donc, il faut tous les éliminer par incinération. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de les ramener à celui qui vous les a vendus si vous ne savez pas si vos déchets partent à l'incinération, hein. Donc, réflexe, vous achetez un médicament, les lanières, par exemple, c'est le principal déchet, vous les ramenez à celui qui vous les a délivrés. Vous ne les laissez pas au rucher, hein. Là, donc, une illustration, un confrère qui a pris une photo d'une ruche qui est calée par des lanières d'apivars, hein. Surtout pas faire ça, hein, parce que enfin, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. C'était peut-être contre les fourmis. J'ai pas bien compris, hein. Donc, en conclusion, il y a beaucoup de spécialités médicamenteuses. Elles n'ont pas les mêmes qualités et pas les mêmes défauts. Donc, présenter comme je vous l'ai présenté, ça paraît quand même assez touffu. Et le choix peut être difficile si on prend en compte tous les critères qu'on peut avoir devant soi. Donc, le mieux, si vous avez un vétérinaire compétent en apiculture à côté de chez vous, vous pouvez lui demander conseil ou tout autre spécialiste apicole. Le choix pertinent est impossible sans suivi d'infestation parce qu'en fait, c'est vraiment le taux d'infestation, c'est un des premiers critères à prendre en compte, hein. Et notamment à savoir s'il faut l'associer avec des méthodes biotechniques parce qu'aucune méthode chimique n'a d'efficacité satisfaisante. Donc, de toute façon, il n'existe pas de médicament miracle, il n'y en aura jamais. Il faut absolument le complémenter avec d'autres choses. Donc, les méthodes populationnelles, c'est ce que les conférences suivantes vont évoquer. D'autres médicaments. Alors, quand je dis d'autres médicaments, ce n'est pas en même temps, pas de médicaments en même temps. Ça veut dire c'est la bithérapie, un médicament en été, en hiver. Et éventuellement, s'il y a de la surinfestation, après le traitement estival, faire un traitement à l'automne. Si à la sortie d'hiver, on remarque qu'on en a trop, pareil, au printemps. Donc, jouer avec les différents et en faisant des rotations pour éviter comment dire, les résistances. Et puis aussi les méthodes sélectionner des colonies qui élèvent le moins de varroa. Donc, vous choisissez vos colonies qui ne sont pas trop chargées en varroa, mais qui gardent quand même les qualités de production. Alors, ensuite, j'ai mis des pointillés parce que bon, il y a des recherches en cours et j'espère qu'à l'avenir, on va trouver d'autres méthodes pour lutter contre varroa parce que là, avec les médicaments, on s'en sort plus. Voilà, je vous remercie.